Donc on va enchaîner avec Péroline Barbet, qui est réalisatrice sonore et chargée de recherche, avec une présentation qui s'appelle La Pierrota, j'espère bien le dire, un portrait par la voix, radiophonie d'une chanteuse du Val d'Aoste. Et je te laisse la parole. J'allais dire bonsoir, mais il faut dire bonjour. Il n'est pas même si c'est un peu... Je vois luire les petites pommes dans la nuit. C'est vos portables. Donc d'abord, écoutez, ça me fait très plaisir d'être ici. Je revois des visages que j'ai pas vus depuis longtemps, au moins 3 ans. Je voulais remercier Anne et Laura de m'avoir invitée. Et autour de cette jolie problématique du portrait qui place la question de la relation entre collecteur, collecté, portraitiseur, portraitisé. Et cette question alors j'ai lu ça dans la présentation, de l'approche charnelle de la recherche, qui est un terme un peu équivoque d'ailleurs, mais que je trouve quand même très joli. Donc moi je suis réalisatrice sonore maintenant, après avoir fait 10 ans de maison au CMTRA, d'abord comme chargée des archives sonores, puis ensuite comme chargée des collectes ethnologiques, et mener plusieurs projets de publication. Je vais monter ça comme ça. Voilà, alors sur cette question du portrait, j'ai fait plusieurs choses. Alors c'est vrai que quand ce thème est arrivé, je me suis dit de quoi je peux parler, parce que j'en ai fait plusieurs. Il y a eu notamment, j'ai commencé mon travail de réalisatrice sonore par un portrait d'un danseur, portrait sonore d'un danseur. J'aimais beaucoup l'idée de parler d'un danseur avec le média son, avec ce paradoxe et cette espèce de contrainte. Donc voilà, il s'agissait de Christian Frappa. Ensuite, là récemment, j'ai fait aussi un portrait pour la Fabrique de l'Histoire, donc sur France Culture, l'émission de Emmanuel Laurentin, autour d'un cabarettaire, Bouscatel, bien connu du milieu trad, on va dire, parce que c'est une histoire qui fait l'objet de recherches de nombreux collecteurs depuis très longtemps. Et à travers le fil de son histoire personnelle, c'est toute l'histoire de l'émigration auvergnate qui était racontée, et des métissages humains et musicaux dans Paris, dans le Paris de la fin du 19e et du début du 20e. Voilà, mais je vais parler de La Pierrote, qui est donc un projet qui m'a tenu à cœur, qui m'a pris une bonne année, on va dire, et qui a donné lieu à un documentaire sonore diffusé sur France Culture, à la RTBF et à la RTS également, en Suisse, et qui a fait l'objet d'une bourse qui m'a permis de travailler. Qu'est-ce que je voulais dire ? C'est un travail qui a été mené en 2015. Et alors, j'ai pas d'intervention comme ça, linéaire, à vous faire. Ce que je me suis dit, c'est que j'allais vous faire écouter des extraits sonores du documentaire qui durent 1 heure, et de naviguer entre ces écoutes, la note d'intention que j'avais écrite au départ à la productrice de l'émission, et les questionnements et les trouvailles aussi qui traversent mon travail de recherche et de radio. Voilà, donc je me suis mise à la fois sur les traces de La Pierrote et dans les traces aussi d'un ethnomusicologue, musicien, qui s'appelle Sergio Liberovici, qui avait enregistré donc cette femme en 1956. Il avait enregistré beaucoup de monde, mais il avait traversé ce village, il a enregistré les habitants. Il est tombé sur cette femme qui fait l'objet de 5 enregistrements, on va dire. Je crois je me souviens plus exactement du nombre, mais il doit y avoir 4 enregistrements solo, et puis des enregistrements aussi au milieu de ses amis IE, habitantes du village. Voilà, donc en fait, c'est le point de départ du voyage, on va dire. C'est l'écoute de ces archives qui sont saisissantes, qui sont très étonnantes. C'est une voix stridente, violente, très expressive, belle, qui donne envie d'en savoir plus. Et puis, parce que j'avais mené un projet de publication avec le CMTRA qui s'appelait Voix des Alpes, j'avais eu l'occasion d'aller dans ce village. Pas pour La Pierrote du tout, mais parce qu'il y avait ces archives sonores. Je savais que c'était un village où on avait beaucoup chanté, où on chantait encore, et que c'était un lieu où je pouvais trouver des archives. Donc en fait, c'est la suite d'un travail de recherche entamé avec le CMTRA, on va dire. Mais là, je me suis centrée effectivement sur une figure, sur une personne, sur une histoire particulière.
Parce que d'abord, bon, il y a quelque chose qui m'appelait dans son histoire, et puis aussi surtout, vendre un projet documentaire aujourd'hui, on ne va pas dire qu'on va parler de musique traditionnelle. Il faut écrire une histoire, en fait, donner envie avec une histoire. Donc, en fait, la question du chant traditionnel, je n'en parle jamais. Sinon, ça marche pas. Donc, du coup, voilà ce que j'avais écrit comme note d'intention de départ. Cette pièce à la croisée de l'anthropologie, si j'avais mis quand même ça, cette pièce à la croisée de l'anthropologie, des musiques traditionnelles et des musiques concrètes dressera un portrait en creux d'une chanteuse anonyme de la première moitié du XXe siècle à travers une pluralité de voix et de types de documents sonores. Sonographie des lieux, archives sonores, témoignages oraux et traitements électroacoustiques. Ce sera un portrait ouvert, non figuratif, dans lequel se joueront des questions de son, de temps et d'espace, à travers lequel s'exprimera peut-être une certaine manière d'être au lieu et au chant. Voilà, c'était un peu l'intention de départ. Donc j'écris bien portrait en fait, mais finalement la pièce est très longue et l'histoire de la Pierrotte n'occupe que les 20 premières minutes si on écoute bien le documentaire. En fait, elle ouvre tout de suite sur le chant à plusieurs, le chant polyphonique, le rôle du chant auprès des femmes de ce village, qui est très particulier. Et bon, j'aurais plutôt appelé essai ethno-radiophonique si je trouvais pas ça pompeux. Portrait sonore, en fait, c'est un terme qu'on entend beaucoup. Il est emprunté aux Beaux-Arts, mais dans le monde du documentaire sonore, ça fait partie d'un genre. Portrait sonore, c'est quelque chose qu'on utilise souvent pour présenter un travail dédié à une personne. La pièce, elle a été pensée en 4 mouvements. On ouvre en fait sur le paysage de la vallée de Cogne, l'histoire de ces archives sonores. Donc, j'ai pas parlé du travail de Mauro Balma, qui est un ethnomusicologue qui a fait un gros travail de publication, que je vous recommande d'ailleurs. Il y a 2 CD magnifiques. Et puis un gros travail en italien et en français. Il y a quelques traductions en français des chansons dont je me suis sur lesquelles je me suis beaucoup appuyée. Donc pourquoi je parle ça ? Oui, de ces archives sonores qui ont été oubliées et qui sont ressorties à la surface à l'occasion de cette publication, je crois dans les années 2000, je me souviens plus. Ensuite, le documentaire ouvre sur un passage qui s'appelle « Elle chantait dans les bois », qui est dédié plutôt à sa voix, en fait. Et puis ensuite, son histoire arrive, qui est une histoire tragique, on va dire. Et puis ensuite, les femmes de Gimilian, le chant polyphonique, le plaisir d'être ensemble et de chanter ensemble, et la singularité de ce chant-là. Voilà, et j'avais écrit dans cette note d'intention, nous introduirons progressivement des témoignages actuels des femmes de Gimilian. Ils formeront progressivement le cœur de cette histoire en résonance avec les chœurs polyphoniques de tradition orale dont la pratique s'est maintenue jusqu'à aujourd'hui dans ce village. Le chant deviendra progressivement le sujet de la pièce. Donc, en fait, dans cette histoire de portrait, finalement, ce dont on parle, c'est du chant, quoi. C'est du chant à la fois individuel et collectif. J'en suis où ? Quelle heure est-il ? Donc, moi, j'ai une approche d'abord documentaire. Il y a un fond, on va dire, ethnologique, bien sûr, mais j'ai une approche documentaire. Donc, pour moi, il s'agit de trouver une figure. Donc, en fait, c'est un personnage aussi, et d'écrire, d'avoir un fil narratif. Je me suis rendu compte aussi, dans de nombreuses choses que je fais, c'est que j'aime jouer sur le suspense, le mystère. Donc, c'est une pièce qui est pleine de mystère, qui n'est pas dans l'explication, ni dans l'information. Il s'agissait pas de... Bon, il y a un peu de voix off, mais pas trop. Il s'agissait pas de recueillir du répertoire et d'être dans un discours historique et musical. Il fallait surtout renoncer à dire. D'autant plus que j'avais fait beaucoup d'entretiens, donc il y a énormément de choses qu'on peut mettre, en fait, c'est terrible. Mais en fait, c'est en enlevant beaucoup, en renonçant à tout expliquer, à dire trop, que les choses, pour moi, se font, quoi. Et pour raconter, en fait, il faut raconter
avec des sons, avec des silences, beaucoup, des hésitations, et avec de la musique, bien sûr, parce qu'il s'agissait aussi de faire entendre cette voix, ces archives, et puis des enregistrements récents voilà, qui correspondaient à des collectes contemporaines, quoi. Donc, s'agit-il d'un portrait ? S'agit-il d'un portrait ? J'ai dit portrait en creux. Pourquoi ? Parce que, en fait, moi, je ne la connais pas, la Pierrotte. C'est quelqu'un qui est décédé depuis longtemps. Donc, il n'y a pas du tout de représentation frontale dans le présent d'une rencontre. C'est plutôt un travail d'exhumation et d'hommage. Pour faire émerger cette figure, en fait, j'ai utilisé les mots des autres et la mémoire des autres. C'est eux c'est ça qui fait émerger cette femme. C'est eux qui m'aident à construire une représentation. Et c'est dans leur mémoire, dans les brèches de cette mémoire, dans la manière de faire entendre ces blancs que moi, je travaille, quoi. D'ailleurs, quelqu'un dit, à un moment donné dans le documentaire, moi, j'ai ce souvenir de la Pierrotte qui chantait dans les bois, entre parenthèses. Alors, je ne sais pas si c'est un souvenir vrai ou si c'est de l'imagination, parce que tout le monde me le contait. Parce que la mémoire nous trompe souvent. Voilà, il y a tout ce truc de la mémoire qui recèle aussi en tant que telle une part de fiction. Voilà. Note d'intention, toujours, j'avais dit au départ, à partir d'une archive musicale, parler d'amour et d'abandon, de l'oubli et du souvenir, interroger le rapport à la folie. Au-delà de la trajectoire individuelle, parler des femmes de Gimillan et de Cogne, de leur relation au chant, de la persistance et de l'intensité de ce chant, à partir d'une archive musicale, constituer un portrait au présent qui fasse émerger une figure, peut-être une fiction. Voilà, c'est vrai que je ne savais pas trop ce que je pouvais dire de cette femme, dont j'avais juste quelques archives sonores de quelques minutes. Voilà, donc, en fait, en recueillant la parole des autres sur cette femme, il s'agissait aussi de travailler, d'esquisser comme une rumeur. Donc c'est là qu'on parle de mémoire orale. Hein. C'est ces choses qu'on recoupe, en fait, que les gens disent, chacun différemment, mais ils parlent tous de la même chose. Une rumeur qui du coup, sonne presque comme une légende, en fait. Donc il y avait notamment cette image de la Pierrotte qui chantait dans les bois et qu'on entendait de très loin. Ça, tout le monde le dit et le dit encore. Elle est décédée dans les années 70. Donc, vous voyez, ça fait quand même, je trouve, presque 30 ou 40 ans qu'on raconte ça. Voilà, et je vais vous faire écouter le premier extrait du documentaire. Ça dure 5 minutes. Pouf, pouf. Ah oui. Bon, j'avais oublié de faire ça. Ça, c'est donc la page sur laquelle on peut écouter le documentaire. Oups. Et je voulais vous le mettre parce que voilà, c'est la photo qui représente, qui est une photo d'Alexis Bérard qui représente ce documentaire. Un reflet d'une montagne, donc qui du coup la représente à l'envers. Premier extrait. Touk touk. Et je commence là. Faire d'autres travaux. Et donc, probablement, elle éprouvait un plaisir à s'entendre chanter. Tu m'as demandé si j'ai connu la Pierrotta. Moi, je n'ai pas connu la Pierrotta et j'ai le souvenir de sa voix solitaire qui parfois était aussi dans cette zone ici. Alors pas du côté de Gimillan, mais des grandes promenades parce qu'elle se promenait un peu dans la montagne. Elle chantait à pleine voix. Et le matin, il partait de Cogne, où il habitait. Il traversait les prés et il aimait aller chanter, surtout dans le bois. Mais la Pierrotte, toi, tu la connais? Oui. Ah non. Eh oui. Il avait toujours chanté dans les bois
Dans les bois. Oui. Dans un petit... C'est pas un alpage, c'est avant d'aller dans l'alpage. Il y a des petites maisons de l'autre côté du pré de Saint-Ours. Et comme l'avait été la Weiss, la Pirotta. Bella. Oui, c'était... Robusta. Ouais, il était plus... Je ne sais pas comment on dit, plus... Wow. Oui, Oui, elle est capable d'exprimer de très loin, on pouvait l'écouter. Moi, j'ai ce souvenir. Alors, je ne sais pas si c'est un souvenir vrai ou bien de l'imagination, parce que tout le monde me le contait. il chantait très fort parce qu'il avait une voix ouverte. Ah, il n'avait pas cette... je ne sais pas comment on dit. Il faisait des peut-être garçons, mais il allait très haut, très haut. Parce que sur la mémoire, on n'a pas... Moi, j'ai une bonne mémoire, mais je sais aussi que la mémoire nous trompe beaucoup. Ah oui, on l'entendait parce qu'il chantait, mais fort. Une voix peut-être... Alors tout le monde disait, ah, la Pierrotte aujourd'hui, il est sorti, il a envie de chanter. Et donc, probablement, elle éprouvait un plaisir à s'entendre chanter. Ce que lui donnait aussi cette façon très particulière, non, de s'exprimer en chantant. Et c'était presque des cris de soulagement. Oui, sauvage, oui, plus sauvage. C'était plus sauvage. Il était vraiment... C'est une voix très... C'est ce que j'entends, hein, je sentais dans moi-même. Il criait fort, il disait... Il chantait toute la chanson très fort, très fort. Il n'avait pas la chanson plan, la chanson fort. C'était tout fort, tout comme ça. Parfois, en ne se donnant pas de limites, tu risques aussi de sortir un peu de l'intonation. Mais c'est vrai que ça fait partie de son jeu. Et donc, je ne sais pas si c'est contemporaine était la considérer mythique comme ma mère. Je ne sais pas. Maintenant, quand on parle d'elle, tout le monde dit ah, comme elle chantait la Pierrotta, oui. Partons, chers compagnons, honnêtes. Il nous faut tout quitter, le printemps va renaître. Et en fait, je voudrais vous faire écouter un autre enregistrement, si j'ai le temps. Voilà. Donc, oui, ça c'est elle. Donc c'est l'archive. Il y a 2 archives où on l'entend solo, où elle arrive. Alors, je fais vraiment monter la sauce. Et en fait, pendant 10 minutes, on parle d'elle, mais on l'entend pas, quoi. Donc l'idée, c'était ça, c'est faire émerger une figure à travers les mots des autres. Parce que, voilà, une voix et capter la Pierrotte par sa voix. Avant de se demander aux gens qui est la Pierrotte, j'ai commencé par leur demander de me parler de sa voix. Et au-delà de l'aspect existentiel de sa trajectoire et de ses drames, il y avait d'abord tout un travail sémantique autour de définir la voix. Comment se forge une voix, comment est-ce qu'on la reçoit, comment est-ce qu'on en parle, comment on la définit, avec quels mots... Et voilà, bon, moi j'ai un intérêt aussi beaucoup pour les adjectifs qualificatifs. J'ai les mêmes obsessions dans les dégustations pour définir le vin. Voilà, il y a cette chose-là aussi avec la voix. Et plus que de travailler sur le contexte, je voulais rentrer dans l'intimité de cette voix, rentrer en profondeur dans l'esthétique de cette voix. Parce que, évidemment, le chantrate, contrairement à ce qui s'est dit pendant longtemps, ce n'est pas que de la fonction, c'est toute une suite de choix esthétiques qui fondent aussi une vision du monde. Donc, l'art de montage, c'est ça, c'est de pouvoir assembler tout ça et de le mettre en musique et de faire une sorte de poème sonore avec tous ces mots qui parlent d'une voix et qui ravivent une voix. Le montage me permet ça. Tout ce travail de superposition, d'entremêlement, d'entrelacement, évidemment, tout ça c'est fait de manière très séparée, puis j'ai
J'ai regroupé, j'ai assemblé, j'ai construit, j'ai tressé. Ce qui m'intéressait, moi, c'était ça, cette histoire, en fait, ce mélange de sauvagerie et de virtuosité dans son chant, qu'on parle de ça. Et alors, ce que je n'ai pas dit du tout, c'est que, donc, en fait, cette femme était considérée comme folle par les gens du village. Elle alternait des phases d'hyper-expressivité ou de catatonie. Enfin, on dit bipolaire maintenant. Et donc, elle était très excentrique, très, très impétueuse et très imprévisible. Voilà, donc en fait, c'est ça, c'est cette blessure dans sa voix qu'on entend et que les gens du village connaissaient. Et cette folie, le mot n'est dit qu'une fois dans le documentaire, était due aussi à un abandon amoureux, puisque son fiancé est parti à la guerre, elle l'a laissée enceinte et s'est mariée avec une autre en revenant de la Première Guerre mondiale. On dirait un thème de chanson traditionnelle. Oui, alors en fait, il y a aussi ça, c'est que les chansons qu'elle chantait étaient aussi liées à sa vie. Donc c'était des chansons de délaissés, enfin voilà, il y a une résonance des répertoires qu'elle chantait avec sa propre vie très fort. J'en reparlerai. Donc il y avait cette idée pour reprendre un article de Joël Degnaud que j'adore, d'être en bordure de voix, là où corps et imaginaire se mêlent. Et à partir de ce positionnement particulier en bordure de voix, faire surgir des images sonores donc. Parce que voilà, il y a tout un imaginaire qui était évoqué. Et ces images, c'était d'abord donc cette image de la forêt et de ce chant en solitaire, loin du village, mais pourtant dans un endroit où peut-être qu'elle savait, j'en suis sûre, qu'elle était entendue. La montagne, évidemment, puisqu'on est dans les Alpes, dans les Alpes du Val d'Aoste. Et voilà, pour moi, son chant, c'est aussi une forme d'alpinisme, une manière de danser sur la crête. C'est aussi un vertige, voilà. Et il y avait aussi cette idée du torrent, de l'eau, de la force, les fureurs de l'abandon, du tempérament impétueux. Et le torrent, chez elle, c'était aussi un truc très fort. Il y a un torrent dans le village où elle allait souvent. Elle avait une chanson sur le torrent qu'elle adorait. Et donc, du coup, il y a beaucoup d'eau. On entend la force du torrent dans le documentaire. Donc, c'était aussi un... Je ne vais pas faire écouter le deuxième extrait pour réserver la fin. Voilà. Et du coup, dans cette histoire du portrait... la fabrique du portrait et ce que permet le montage sonore, donc, j'en parlais tout à l'heure, c'est cette histoire de construction polyphonique qui fait écho aux traditions polyphoniques de la vallée. Donc pour moi, c'était, jouer un petit peu là-dessus. Dans la note d'intention, quand on rêve le projet avant de l'avoir fait, j'avais mis ça. Donc il y avait l'histoire de la Pierrotte, puis ensuite il y avait le chœur, les femmes de Gémillan. Simultanément à la Pierrotte ont été enregistrées une dizaine de femmes du village. Elles l'ont connue intimement en partageant avec elle sa passion du chant, puisque nombre d'entre elles le pratiquent encore aujourd'hui. Elles viendront témoigner de leur rapport au chant et faire résonner l'histoire singulière de la Pierrotte avec la leur pour lui conférer une dimension collective et culturelle. Leurs témoignages seront traités comme un ensemble, l'idée étant de rendre les fêtes d'une masse critique et agissante, de construire une rumeur de voix et d'opinions sur notre personnage central et ses drames. Des mots, des bribes de phrases seront montées à partir de questions communes. Nous utiliserons le bourdon des chants polyphoniques et ses harmoniques comme éléments en matière de création. Voilà. Bon, c'est un peu... Voilà. Et puis, il y avait aussi cette figure de la piolte, de la voix aiguë. Je ne sais pas si je lis tout ça. C'est la voix qui hurle. C'est la voix qui apporte, dans une polyphonie, dans une construction polyphonique, c'est la voix qui apporte l'expressivité au chant. Elles sont survolées, dansées sur la crête en équilibre fragile. En fait, les basses font tout pour que cette voix puisse sortir et s'exprimer. C'est ce qui est expliqué aussi dans le documentaire par un des protagonistes. Et cette voix, littéralement, elle hurle, elle est très très forte. Du coup, j'avais posé cette question. La Pierrotte, avec son chant strident, était-elle l'incarnation de cette piolte ? Qu'est-ce que cette figure musicale nous dit d'un rapport collectif à une esthétique vocale fondée sur l'expression de la puissance vocale et de la valorisation des aigus ?
C'était des questions, tout ça, parce qu'il s'avère que, au fur et à mesure de mes enregistrements, j'ai compris qu'en fait, c'était trop fort, la Pierrotte. Pour chanter en polyphonie, il faut quand même une espèce d'équilibre collectif, et elle, c'était trop. Donc, il y avait beaucoup de femmes qui ne pouvaient pas chanter avec elle. Donc, en fait, dans ce travail-là, ça pose la question de la normalité, et de la normalité, de l'équilibre et du déséquilibre. C'est ce que dit Carlo Rossi dans l'extrait que je vous ai passé. En ne se donnant pas de limite, tu risques un peu de sortir de l'intonation, mais ça fait partie de son jeu. Voilà. Ça pose la question de la sauvagerie, de la civilisation, et de l'harmonie et de la disharmonie. Voilà. En filigrane, bien sûr. Toujours pour revenir avec l'art du montage, la polyphonie. C'est une suite, c'est un montage très complexe, vraiment très compliqué. J'ai mis beaucoup de temps. Il y a des superpositions, des entremêlements de voix et de temporalité, puisqu'on peut avoir une archive sonore de 56, des collectes parlées, du chant enregistré comme ça au bord d'une table dans une cuisine, plus en plus un travail électroacoustique que j'avais mené et que j'ai mené avec Ernest Bergès, qui est un musicien, voilà, et qui est venu ramener des synthétiseurs sur cette histoire-là. Vous imaginez un peu le truc, quoi. Donc il y a toutes ces strates de mémoire, et puis il y a aussi celle des lieux, celle des archives, celle du temps présent. Et voilà, la magie du son et de la radio, c'est de pouvoir vraiment mêler ça avec beaucoup de tact. Mais je pense que, par exemple, dans un documentaire audiovisuel, dans d'autres arts, c'est beaucoup plus difficile. Et la radio ou le documentaire sonore, c'est ça aussi. C'est vraiment un travail sur le temps, la superposition, la confrontation, la juxtaposition des temporalités. Encore 5 minutes. Voilà. Soit je vais vous faire écouter la fin. Je voulais parler d'une approche du chant fondée sur la dimension affective, mais j'en parlerai une autre fois. Oui, mais si je ne fais pas écouter... Bon, juste, donc, vraiment peut-être un des fils importants, c'était cette approche du chant fondée sur la dimension affective, de prendre la voix et le corps de l'interprète au sérieux, et de montrer comment ces chants de plainte, ces chants d'amour, en fait, ont partie liés avec le sens tragique de sa propre vie. Et les grandes lignes de sa tragédie à elle, c'est ça, c'est cet abandon amoureux, c'est son don pour le chant et c'est ce tempérament excentrique. Au-delà de la référence explicative, au cadre historique et idéologique qui permettent de comprendre ces répertoires et le registre de ces chansons, il s'agissait d'aborder la question de la voix et toujours Joël Degnaud, l'humus intuitif et sensible dont elle se nourrit, cette voix. Voilà. Écoutez, on va finir avec un petit bout du documentaire, et puis si vous voulez l'écouter, il est sur mon site, bien sûr. Desembosqué auprès de mon ami. Reviens, reviens. Répare, una cosa differente dagli altri facevo che mi piaceva cantare. Bye.
c'est une archive de Libero-Vici de 56. La dame qui parlait juste avant, c'est une des amies de la Pierrotte, qui figure aussi dans l'archive, en fait, qu'on retrouve du coup 60 ans plus tard avec sa vieille voix, une vieille dame. C'est une façon de chanter qui va perdue et qui n'est pas vraiment appréciée plus. Je ne sais pas pourquoi. Probablement parce que c'est pas dans les règles. C'est hors des règles et tout ce que c'est hors des règles n'est pas. Surtout maintenant, on est dans une période historique très conformiste. Donc tout ce que c'est pas conformiste n'est pas vraiment apprécié. À mon avis, c'est comme ça. Et pas commercial non plus. Moi, particulièrement, j'ai aimé énormément cette façon de chanter. Je ne veux pas dire que c'est la juste. Non, je dis que c'est une façon de chanter très libre et surtout très délivrante. Probablement pas si libre, délivrante, que je ne trouve pas que la façon de chanter harmonisée selon l'académie, etc., soit la même chose, c'est le contraire. C'est exactement le contraire. Quand moi je dois contrôler ma voix pour lui donner une grande extension, tout ce que tu veux pour la rendre parfaite, je perds la liberté. C'est beau quand même, parce que j'aime ça. Mais chanter comme elle chantait la Pierrotta, c'est extrêmement délivrante. Et ça, c'est une belle expérience à faire quand on l'a fait. Et les gens qui ne connaissent pas ça, tu ne peux pas lui transmettre une expérience que... C'est l'expérience de la fraise, la fameuse, non? Quand tu ne peux pas décrire l'expérience de manger la fraise. Tu peux plus ou moins, mais... il faut la faire pour la connaître. Mais ce que je peux penser, je peux soupçonner, est que le ainsi dire reton, donc c'était une deuxième voix accumulée, donc qui va ensemble, qui sort de temps en temps avec un impulse plus fort, et de temps en temps on va se taire, et donc c'est quelque chose comme on pourrait dire, moi je l'interprète comme ça. Quand les gens chantent ensemble, de temps en temps, quelqu'un sort au dehors. Ah, je suis moi aussi, ici. Ah, mais écoutez-moi, maintenant il sort. Ah, dit, maintenant c'est à moi la voix. Vous vous taisez un peu ou bien vous limitez votre voix. Maintenant je veux sortir un peu. Elle sortit avec une force épouvantable. Elle dit, maintenant je suis la Pierrotte. Bon. Et après les autres, attendez, maintenant, attendez, je sors. Alors un peu plus, un peu plus. Allez, on y est. Allez, maintenant on donne tout ce que là. On est dans l'esprit complet, dans la vie. Allez, les hôtels, tout avec nous. Allez, ça c'était la Pierrotte. Ok, on a compris. Exagéré un peu. Voilà, et comme ça, vous n'aurez pas entendu la Pierrotte.